Et pour en débattre, nous sommes avec Mehmet Kaki, président de l'association mémorielle Les Oranges. Bonsoir Mehmet Kaki, merci d'être avec nous. À ses côtés, Franck Crudo, contributeur au site Causeur, qui s'est exprimé dans une tribune ce matin sur ce sujet. Merci messieurs d'être venus débattre sur cette question, cette polémique, même si on l'a vu, l'Élysée a tenté un rétro-pédalage. Mais pour vous, ces propos fortuits, voulus, Mehmet Kaki, comment vous les avez ressentis? Je les ressens surtout dans un contexte politique particulier, qui sont dans 1 mois et demi les élections municipales. Et le président de la République est coutumier du fait que de draguer un certain nombre d'électorats, dont l'électorat des Français héritiers de l'immigration coloniale. Et donc, dans ce contexte-là, je ne suis pas étonné de cette erreur ou cette confusion des histoires, qui est bien évidemment, je le dis d'emblée, ça n'a rien à voir. L'histoire des crimes coloniaux et l'histoire de la Shoah sont des histoires différentes, dans des contextes historiques complètement différents. Néanmoins, l'histoire coloniale, nous allons aussi en parler, je suppose, est une histoire aussi très importante et qui ne s'arrête pas seulement à ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, c'est-à-dire le 1er novembre 1954 jusqu'en 1962. C'est bien plus large que ça. L'histoire coloniale en Algérie a démarré en 1830. Franck Crudo, vous, votre réaction à ces propos d'Emmanuel Macron, avec y compris le rétropédalage qui va avec? Oui, alors bon, je vous avoue que je ne sais plus trop quoi penser du président. C'est ce que vous disais à l'instant en antenne. C'est que j'ai quand même le sentiment qu'il s'adapte un peu à son auditoire et qu'il est capable de dire tout et son contraire en fonction de l'endroit où il se trouve. Face à des gens de gauche, il a tendance à gauchiser son discours, des gens de droite à droitiser. En Algérie, il nous parle de crimes contre l'humanité. Là, maintenant, effectivement, pour la Shoah, il tient un discours totalement différent. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle le en même temps macronien, mais ça a peut-être aussi ses limites parfois. Alors, le chef de l'État, en tout cas, s'est dit convaincu que la France devait, je cite, revisiter la mémoire de la guerre d'Algérie pour mettre un terme au conflit mémoriel qui rend la chose très dure en France. Il parlait du statut de Jacques Chirac en 1995 lors de la reconnaissance de la rafle du Veldiv. Est-ce que ça vous choque, ça, de mettre le même statut, sans faire le parallèle entre ces deux événements dramatiques, mais est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a une forme de sincérité, selon vous, quand même, Mehmet Kaki? Écoutez, les analogies ne sont pas toujours fortuites. C'est toujours compliqué quand on commence à faire des analogies, des rapprochements. Il faut, je crois, laisser le travail aux historiens, qui le font très bien, et il faut s'en inspirer. D'abord, il faut un travail rigoureux. Et je pense que c'est effectivement une erreur. Mais en même temps, et vous connaissez ma position sur Emmanuel Macron, je l'ai combattu notamment pour le mouvement social et pour les retraites. Eh bien, je crois que là, il a avancé sur un certain nombre de choses, notamment la reconnaissance pour Maurice Audin. La veuve de Maurice Audin, vous savez qu'elle a mené tout un travail, et autour d'elle, une association d'ailleurs qui s'appelle Maurice Audin. Expliquez-nous pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas. Maurice Audin, c'est un mathématicien qui était en Algérie et qui avait pris fait et cause pour les Algériens, contre la torture, contre les exactions, contre toutes ces humiliations et le poison général de la colonisation. Et il a été kidnappé, on va dire, par l'armée française à l'époque, et il a disparu. Il a disparu. Alors, on sait qu'il a été torturé à mort par un certain nombre de gens, effectivement des militaires. Et aujourd'hui, le fait que le président de la République a reconnu qu'il y avait bel et bien que Maurice Audin a été assassiné, que c'est un véritable crime, et qu'il n'est pas mort comme ça, disparu, eh bien c'est une avancée importante, non seulement pour le savoir, la connaissance, mais aussi pour tous les gens qui sont morts pour rien. Et ça, je pense que, bien que ce soit un adversaire, nous lui devons cette reconnaissance-là, et c'est une avancée
c'est à la fois pour la science, mais aussi pour l'apaisement. Parce que qu'est-ce qu'on recherche ici? C'est aussi créer les conditions du rapprochement entre les peuples, entre le peuple français et les deux rives de la Méditerranée, comme on dit, le peuple algérien, qui sont tout à fait près. D'ailleurs, les peuples n'ont pas, j'allais dire, de haine entre les uns et les autres. Et donc, c'est ça qui est important. Et donc, je crois qu'il faut lui reconnaître cette initiative qui était importante. Cependant, on est loin du compte. Le compte n'est pas là, notamment sur la question de la reconnaissance des crimes coloniaux en Algérie. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ils ont commencé avec le général Bugeaud, avec la fameuse phrase « Tuez-les tous, qu'il n'en reste pas un seul », avec le 8 mai 1945, où il y a eu 45 000 morts entre le 8 mai 1945 et le 30 septembre 1945. C'est un désastre, sans compter les spoliations, le fait d'affamer le peuple, le fait de détruire les structures du savoir, parce que ça a eu des effets. Parce que la colonisation, c'est une chose, c'est un véritable poison, hier comme aujourd'hui, parce que la colonisation n'est pas terminée dans le monde. Et en même temps, elle a eu des effets importants pour les générations qui sont arrivées, parce que vous avez ça, alors que l'Algérie est un pays de savants, eh bien, on en a fait, à l'époque, on a tout détruit. L'armée française a détruit beaucoup de choses. Et effectivement, je crois que aujourd'hui tout ça, c'est du passé, bien sûr, mais il faut reconnaître. Et la reconnaissance, chère madame, n'est pas la repentance. On va en parler tout à l'heure. Je vous propose d'écouter tout d'abord un historien, Jean Sévilla, historien et essayiste, pour qui cette comparaison d'Emmanuel Macron entre la Shoah et la guerre d'Algérie s'apparente à de la folie sur le plan historique. Affirmer que la guerre d'Algérie pourrait avoir à peu près le même statut que celui qu'avait la Shoah pour Chirac en 1995 semble annoncer une reconnaissance de culpabilité de la France dans la guerre d'Algérie, ce à quoi se sont opposés tous les présidents qui ont précédé Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense. C'est de la folie sur tous les plans, historique, politique et diplomatique. Le simple énoncé de cette idée est obscène. D'abord par rapport à la Shoah, qui perd alors sa singularité et son ampleur sur le plan numérique. La Shoah, c'est près de 6 millions de morts. La guerre d'Algérie, c'est entre 250 et 300 000 morts dans les deux camps. Franck Trudeau, est-ce qu'on peut dire quand même que ça a eu le mérite de lancer le débat, où vous trouvez effectivement que c'est complètement incongru, ce genre de comparaison, même encore une fois, s'il y a eu rétropédalage depuis? Oui, l'analogie entre la guerre d'Algérie et la Shoah, et même le terme de crime contre l'humanité, des propos qu'apparemment le président a assumés, en tout cas n'a pas regretté, me semble effectivement pour le moins assez choquant. Vous savez, moi, je me méfie toujours des curseurs qu'on pousse trop loin, quel que soit le sujet d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre. Si on faisait partie d'un pays qui célébrait son histoire avec une certaine arrogance, sans aucun recul, sans aucun esprit critique, y compris envers ses heures sombres, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être effectivement faire un devoir de mémoire, essayer de s'interroger sur ces heures sombres. Mais à contrario, si on fait partie d'un pays, et j'ai un peu peur que ça soit le cas aujourd'hui, qui pousse les curseurs très loin en termes de repentance, de discours, de surenchère, de concurrence victimaire, avec tous les effets pervers que ça peut provoquer. C'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous êtes là pour débattre. Voilà. Je suis d'accord avec ce que vous venez d'avancer. Je pense qu'aujourd'hui, on pousse tellement loin le curseur dans la victimisation, notamment la repentance, l'autoflagellation, que ça a pour effet pervers, notamment de créer encore plus de ressentiment, notamment envers des populations, certaines communautés à notre égard, là où, me semble-t-il, il faudrait peut-être rééquilibrer plutôt le curseur et dire on va peut-être y aller un petit peu plus mollo sur la repentance ou la victimisation, et essayer de faire aimer, j'ai terminé à surveiller. Oui, mais essayer de faire peut-être aimer un peu plus notre pays à... Attendez. Laissez-le finir quand même. Oui, mais vous répondrez. Finissez, Franck Trudeau. Voilà, non, mais écoutez, j'ai dit l'essentiel. Je pense qu'il faudrait peut-être essayer de faire aimer davantage notre pays aux gens issus de l'immigration, aux jeunes
personnes issues de l'immigration, plutôt qu'à chaque fois de leur donner des raisons de le détester. Surtout que ces analogies ou ce discours me semble extrêmement discutable sur le plan intellectuel et terriblement contre-productif, voire dangereux. Alors, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais c'est votre position. Moi, je crois, d'abord, en termes Noam Chomsky disait « les mots font le monde ». Et vous savez, moi, je n'aime pas le mot « issu de ». Je pense que nous sommes les Français héritiers. C'est un héritage, et un héritage de combat, un héritage important. Et la deuxième chose qui est très importante que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est que cette histoire de l'histoire coloniale n'est pas le fait de l'histoire des Algériens ou des Malgaches ou de n'importe quel pays qui a été colonisé. C'est l'histoire de France. Et donc les Français sont amputés d'une grande partie de leur histoire et qu'il faut leur restituer d'un point de vue scientifique. C'est déjà ça le problème. Et moi, quand je rencontre des amis avec qui j'ai grandi, puisqu'on est tous des Français, eh bien, qui connaissent pas ce pan de l'histoire, je trouve ça malheureux et dommageable, simplement pour la question de l'histoire. Ça, c'est le premier point. Et j'ai dit tout à l'heure, attendez, monsieur, j'ai dit tout à l'heure que la reconnaissance n'est pas la repentance. La reconnaissance a justement pour but la question de l'altérité. L'altérité, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'autre existe. Et si vous dites eh bien que la reconnaissance c'est la repentance, mais alors il n'y a pas nécessairement, l'un n'implique pas nécessairement l'autre, selon vous, Mohamed Kaki. Quand on reconnaît d'une certaine manière, on se repentit, non? Pas du tout. Non, mais c'est... Pas du tout, justement. Je récuse totalement cette dialectique-là, que je connais bien, qui fait partie de tout un pan politique de la société française. Hein. Derrière ça, il y a toute une stratégie. Hein. Alors, je ne vous fais pas le procès, monsieur, à vous, mais je sais que, d'ailleurs, c'est très curieux. On n'a pas relevé depuis tout à l'heure quand même quelque chose. Quelles sont les personnes qui se sont élevées de manière violente contre monsieur Macron? Eh bien, c'est la droite et l'extrême droite. Or, en matière de lutte contre l'antisémitisme, on peut faire mieux. Rappelez-vous, monsieur Le Pen, avec l'affaire du détail. Hein, par rapport à la Shoah, c'est quand même un scandale qu'un homme politique... Oui, mais ça continue. Vous savez, ce sont des artères, des fils, et ça continue aujourd'hui, c'est toujours... Pour vous associez sa fille, Marine Le Pen, puisqu'on parle d'elle, puisque c'est la présidente aujourd'hui du Rassemblement National, héritière du FN, vous la mettez, entre guillemets, dans le même sac que son père, qui a eu effectivement ces mots? Pour moi, c'est toujours la même mouvance de l'extrême droite, violente, et qui, justement, joue... Bruno Retailleau n'est pas vraiment de l'extrême droite. Mais la droite, c'est pareil. Vous avez deux droites. Les Républicains et... Alors, attendez. Non. Justement, il y a deux droites, pour moi. Il y a celle du général de Gaulle, qui a combattu le nazisme, le fascisme, et cela, chapeau bas. Et puis, vous avez les vichistes. Vous avez le maréchal Pétain. Et vous avez tous ceux qui ont enlevé la nationalité française aux Juifs, faut se rappeler de ça. Hein. Ceux qui ont balancé les Juifs aux nazis. Eh bien, tous ces nostalgiques-là, ils existent encore. Et dès qu'effectivement il y a une ouverture de dialogue, et encore une fois, Macron, c'est pas mon copain, mais il a... Je vous interromps. Est-ce que pour vous, l'antisémitisme aujourd'hui en France vient en premier lieu de l'extrême droite, si je vous suis? Eh bien, il vient de partout. Mais l'extrême droite, on sait très bien que c'est justement... Les Juifs en France depuis 1945. Attendez. Bah non, mais c'est important. C'est l'idéologie. C'est l'extrême droite. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie véhiculée par l'extrême droite, notamment violente. C'est l'extrême droite qui tue les Juifs en France depuis... Bien évidemment, c'est elle qui génère. Mais pas seulement ça. Évidemment, il y a aussi, ça vient aussi d'autre part. Mais principalement la question de l'idéologie. Ça vient systématiquement d'une part. Je suis désolé. Non, la question de l'idéologie de l'extrême droite. Ce sont des musulmans radicalisés qui ont tué les Juifs depuis 75 ans. Il n'y a pas un seul homme d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ça, c'est totalement faux. Ça, c'est totalement faux. Oui, absolument faux. Il y a des gens qui se disent habillés des vêtements de l'islam, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et ils sont musulmans pourtant. En revanche, ils sont musulmans, ces gens-là. Ils ne sont pas d'extrême droite. Vos amis d'extrême droite. Non, c'est pas mes amis. Moi, eh bien, eux, moi, je vous rassure, à véhiculer. Bah, écoutez, pourquoi vous dites que mes amis d'extrême droite? Vous savez, moi, j'ai un rejet de toute forme d'extrémisme. Parce qu'il me semble que le journal dans lequel vous êtes, quand même, a toujours la même obsession.
c'est-à-dire l'islamophobie, c'est-à-dire la haine contre le musulman. Et effectivement, je comprends que vous refutiez cette idée d'amalgame, et on vous comprend bien, mais vous réfutez aujourd'hui qu'il y ait un antisémitisme, voilà, ce nouvel antisémitisme, comme on dit, qui vient effectivement de l'islam. Aujourd'hui en France, est-ce que vous le contestez? Pas de l'islam. Des gens qui se revendiquent sous la cagoule de l'islam. Et donc ça, il faut faire attention à cet amalgame-là. Justement, ce que vous venez de dire, ce n'est pas de l'islam. Vous savez, il y a des gens qui se disent... Ces gens ne sont pas musulmans, en fait. Ils se prétendent, non, ils ne sont pas musulmans. Parce qu'un vrai musulman ne tue pas. Un vrai musulman n'assassine pas. Un vrai musulman, c'est quelqu'un qui a de l'amour et qui veut la paix et qui recherche l'altérité, monsieur. Donc pas de confusion. Mais ce sont effectivement... Mais j'essaye de suivre votre raisonnement. Donc, du coup, Marc Dutroux n'est pas belge, Adolf Eichmann n'est pas allemand, parce que l'Allemagne, c'est Goethe, c'est Beethoven. Non, mais j'ai l'impression que vous avez une vision idéalisée des choses. Dans un monde idéal... Dire que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme ou ce ne sont pas des musulmans, bon, c'est un débat vieux comme le monde, mais là, c'est quand même, à ce titre-là, le catholicisme... Vous vous rappelez du Suédois qui a assassiné des gens? Est-ce qu'il représente l'ensemble des Suédois? C'était un Norvégien. Le Norvégien. Oui. Hein, et dans chaque pays, il y a des gens qui sont des fous. Ils ont assassiné au nom de l'islam, de la vision qu'ils avaient de l'islam, monsieur Kaki. C'est pas parce qu'ils se revendiquent au nom de quelque chose. Et d'ailleurs, d'ailleurs, le débat ici, c'est pas l'islam, d'accord? Si vous le voulez bien, on va revenir peut-être quand même sur la question sur cette idée, en tout cas, que François Trudeau mettait en avant ce côté, oui, repentance pour finalement diviser les uns et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi, Mohamed Kaki? Est-ce qu'il faut reconnaître, se repentir peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas ça n'entraîne pas forcément une division, mettre les uns contre les autres, faire forcément deux camps? À votre avis, vous qui justement êtes œuvré pour la paix? Et Stéphanie, c'est justement c'est l'objet de mon travail. Vous savez, moi, avec mes amis, on œuvre pour la reconnaissance, pour la connaissance du savoir, pour le fait qu'on se connaisse, parce qu'on est tous français, et qu'on vit cet en commun ensemble à travers notre République, et à l'intérieur de laquelle tous les projets que je mène, par exemple les conférences débats, les colloques, mais aussi le théâtre, c'est pour faire en sorte que les jeunes Français puissent acquérir cette connaissance de l'histoire. Mais comme on leur cache une grande partie de cette histoire-là, notamment les médias, parce que... Alors moi, je vais vous raconter quelque chose tout à l'heure qui m'a heurté sur ce plateau. J'ai eu un prof d'histoire géo, spécialiste de la Shoah, puisque on parlait évidemment de cet événement à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps, qui nous disait, en terminale, on laisse au professeur le fait de choisir entre l'enseignement de la mémoire de la guerre d'Algérie et l'enseignement de la mémoire de la Shoah. C'est un prof d'histoire-géographie qui me l'a dit sur ce plateau. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Alors, moi, ce qui m'évoque surtout, c'est que l'éducation nationale met de moins en moins de moyens. Je ne sais pas si vous le savez. C'est quand même assez singulier, cette choix entre les deux. Déjà, oui, c'est aberrant. C'est aberrant qu'on puisse avoir le choix, soit la guerre d'Algérie, soit la Shoah. Il faut connaître les deux. Il faut connaître les deux. Et par ailleurs, c'est aussi la question du budget. Parce que vous savez qu'ils ont resserré les boulons et qu'aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire est peau de chagrin. Et peau de chagrin au lycée, au collège, etc. Et donc au détriment d'un resserrage de boulons d'une manière générale. Et je crois que ça, c'est un vrai problème. Et ça ne devrait pas exister, ce que vous dites. Dans le cadre de notre débat, je trouve ça assez troublant, moi, ce choix entre, vous allez enseigner la Shoah ou la guerre d'Algérie. C'est aberrant. C'est aberrant. Il faut... L'histoire, c'est la connaissance, c'est ce qui nous permet de nous connaître et puis d'être, j'allais dire, de se comprendre, et même si on n'est pas d'accord quelquefois, mais en tout cas, de nous comprendre. Et l'histoire et les sciences sociales en général, ça permet cela. Et je crois que c'est dommageable. Donc, l'histoire coloniale, qui est très mal enseignée, moi, ce que je voulais, c'est souligner quand même une chose très importante. C'est le nombre de morts entre 1830 et 1962. Parce que moi, je ne me concentre pas uniquement sur l'histoire de la guerre d'Algérie, qui a duré entre 54 et 62. Vous savez, la violence avec laquelle
s'est mise en place la politique de peuplement en Algérie est inouïe, c'est-à-dire la spoliation, le fait d'affamer les gens, le fait de les exterminer d'une manière générale, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire quand vous affamez les gens, vous les exterminez. Franck Trudeau vous répondre parce qu'il y a un peu plus de temps de parole, si j'ose dire, de votre côté. Oui, le terme d'extermination déjà est extrêmement connoté, si je peux me permettre, et un peu effrayant, mais... je vois que beaucoup de choses vous effrayent quand on parle d'histoire coloniale. Oui, ça c'est surtout l'analogie avec la Shoah. Et non, j'ai pas fait d'analogie, moi. Oui, enfin c'est un peu le sujet et c'est l'analogie qu'a faite le président Macron. Mais est-ce que vous, par exemple, justement, puisque vous parlez de ce sujet, est-ce que vous estimez que la guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité de la part de la France? Est-ce que vous reprendriez les propos du président? Moi, je parle de crime colonial. Et pas crime contre l'humanité. De crime colonial, c'est-à-dire que la question du crime colonial, c'est il y a des choses qui ressemblent ça dépend des périodes. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. On dialogue avec les historiens, etc. Et il faut être prudent de ce point de vue-là. Eh bien, les crimes coloniaux, ça a consisté notamment à une période donnée. Vous avez le général Bugeaud, lorsque lui, avec les enfumades, est-ce que vous connaissez les enfumades, quand on a enfermé les gens dans les grottes et faire des feux à l'entrée de ces grottes et que les gens mouraient comme ça a été terrible. Donc il y a eu des moments où il y a eu des processus d'extermination. Mais il y a eu d'autres moments beaucoup plus apaisés, on va dire, des accalmies. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Mais je ne parlerai pas de crimes coloniaux contre l'humanité systématique. En revanche, il y a eu des moments dans l'histoire coloniale en Algérie où il y a eu des processus d'extermination. Messieurs, je voudrais vous faire écouter Benjamin Stora. Pardon, vous allez répondre Franck Trudeau parce qu'il nous reste peu de temps. L'historien qui affirme, lui, l'absence de procès sur ce conflit algérien est un véritable obstacle à la réconciliation. Si on veut comparer avec la question de la Shoah, outre le travail historique, les procès, celui de Klaus Barbie ou de Maurice Papon, ont été de formidables accélérateurs, des moments de cristallisation, de dévoilement historique des réalités. L'absence de procès sur le conflit algérien est un véritable obstacle. Réconcilier les mémoires n'est d'ailleurs pas qu'un enjeu mémoriel, c'est une nécessité historique. L'Algérie est un grand pays, une clé pour de nombreux enjeux comme la question migratoire ou le terrorisme. On ne peut pas se permettre d'avoir des relations ambiguës avec ce pays. Franck Trudeau, vous critiquiez ce côté autoflagellation. Est-ce qu'un procès, ça ne serait pas effectivement la première solution pour apaiser les choses? Sur la guerre d'Algérie? Oui, notamment sur la guerre d'Algérie. On va terminer là-dessus. Oui, enfin, moi, l'absence de procès que je regrette, c'est surtout c'est un autre sujet, mais enfin, ça le rejoint un peu sur Madame Halimi, sur son meurtre. Ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait un procès, notamment... Non, ça n'a rien à voir, mais enfin... On revient dans l'analogie. Oui, non, parce qu'il y a quand même un petit rapport avec l'antisémitisme. On fait des analogies. Oui, mais on parle justement des bienfaits d'un procès. Je pense qu'à ce titre... D'ailleurs, le président Macron l'a évoqué lui-même en Israël. Mais moi, si vous voulez, j'essaie de comprendre votre raisonnement, en fait. Est-ce que... J'ai envie de vous poser cette question, Monsieur Kaki. Est-ce que pour vous, la France est la seule responsable des atrocités durant la guerre d'Algérie? Ou est-ce que les torts sont partagés, selon vous? Écoutez, la France a colonisé l'Algérie. Donc la première responsabilité, c'est d'abord... Parce que la France a colonisé. D'abord, oui, et elle a détruit des écoles, elle a détruit des universités, elle a fracassé un pays pendant 132 ans. Parce que si on veut revenir... Elle a aussi construit des écoles, des hôpitaux... Pour qui? Pour qui? Pour les Européens. Justement. Mais moi je vais vous le dire. Pour qui? Elle a créé un cercle géographique et toutes les terres arables, non pas arables qui étaient cultivables, elle a laissé les indigènes crever dedans. Et donc si vous voulez, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. C'est d'une violence inouïe. Et d'ailleurs, je dois dire que nos anciens sont bien gentils. Ils nous ont transmis que de l'amour. C'est ça qui est formidable. Je veux dire qu'avec la violence qu'il y a eu
avec la violence qu'ils ont subie, les anciens, ont transmis toujours l'idée qu'il fallait dialoguer et continuer à parler. Excusez-moi de vous interrompre. Ça sera le mot de la fin, Franck Prud'homme, parce qu'on arrive à la fin de notre Donc débat. si je suis votre raisonnement, la France est avant tout coupable d'avoir colonisé cette terre qui n'est pas à elle. Donc du coup, vous seriez prêt également à demander pardon pour la colonisation de l'Espagne, par exemple, par les musulmans pendant 8 siècles, par la colonisation par les Ottomans d'une partie de l'Europe jusqu'à Vienne. Monsieur, je suis français. Oui. Je ne suis pas... parce que là, vous me demandez que je ne demande pas... Non, mais attendez, monsieur. Qui vous dit que je suis musulman? Non, je sais pas. Mais attendez. Non, mais là, on est en tant que... la question de ma position privée ne regarde personne ici. D'accord? Ici, moi, je suis là en tant que Français. C'est normal qu'on demande pardon également pour la colonisation en Espagne. Par ailleurs, justement, les musulmans... Par ailleurs, les musulmans, du point de vue de l'histoire... Parce que toutes les colonisations sont condamnables, si je suis votre raisonnement. Pas seulement la colonisation française. Les musulmans d'Espagne ont justement ont aidé les Juifs. Messieurs, c'est vrai ça, un deuxième débat sur l'Al-Andalus. Merci à vous en tout cas, messieurs. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de ce débat sur des sujets parfois effectivement sensibles. Mais voilà, il y avait deux avis contradictoires, c'était l'essentiel. Merci à vous deux. On se retrouve dans